Alors, on va démarrer avec quelques notions de base sur lesquelles il me semble important de se mettre d'accord avant d'entrer dans la maltraitance sexuelle, disons, et le traumatisme. Les notions de base, c'est un peu les 4 piliers de la chaise, c'est de se mettre d'accord sur qu'est-ce que c'est qu'un enfant. Qu'est-ce que c'est qu'un enfant par rapport à sortons peut-être d'une vision un peu d'idéalisation d'un être qui est dans la vie, la curiosité, la découverte, tout ça, mais au départ, qu'est-ce que c'est qu'un enfant et comment on peut le définir au-delà de 1 minute à 18 ans, comme nous le dit la Convention internationale des droits de l'enfant. D'ailleurs, 18 ans, un enfant, voilà, on peut se poser parfois des questions, mais à l'heure actuelle, des fois, l'adolescence se prolonge jusqu'à 25, apparemment. Mais c'est comment on peut se mettre d'accord sur une définition qui va être aidante par rapport à la maltraitance sexuelle quand on est face à ce type de maltraitance. Un enfant, c'est tout d'abord un être en développement. Et c'est vraiment une notion essentielle que d'ancrer la notion de l'enfant en tant qu'être en développement, parce que quand on parle de maltraitance ou de maltraitance sexuelle, bien sûr qu'il y a une notion c'est quand même moral, c'est quand même horrible de faire ça à un enfant, mais moi j'aurais envie de dire avant tout, et je vais utiliser des mots forts, c'est un attentat au développement de l'enfant. Au développement de l'enfant. Ça a des conséquences à l'heure actuelle et avec l'avancée des neurosciences extrêmement poussées. On voit même des marqueurs au niveau génétique qui vont s'inscrire avec la maltraitance et se perpétrer sur plusieurs générations. Au-delà de « c'est terrible de faire ça à un enfant », cela va entamer le développement de l'enfant. Et je trouve intéressant d'ajouter à chaque fois que l'on peut, parce que nous sommes des professionnels, ce mot-là au milieu quand on veut faire état de quelque chose. Oui, qu'est-ce que ça fait à son développement ? Évidemment que quand on sait que ça va venir contrecarrer, blesser, entamer le développement de l'enfant, une des choses qu'il est extrêmement utile de se rappeler et de connaître, et ça c'est pour tous les professionnels ici du développement de l'enfant ou du développement de l'être humain que je dis ça, c'est utile de connaître les grandes étapes du développement de l'enfant. Vous êtes les experts au niveau psychomoteur, psychomotricien, ou thérapeute à médiation animale dans la salle, vous êtes les experts au niveau du développement de l'enfant dans ce domaine-là. Par rapport à la maltraitance, votre regard pointu, aigu, ça va être comment est-ce que cette maltraitance vient blesser, entamer, contrecarrer ce développement-là. Parce que ça, vous pouvez en parler. Au-delà de toute émotion, ça, vous devriez pouvoir en faire état et en parler. Donc, se rappeler le développement de l'enfant. J'ai mis une image tirée de Internet qui parle d'une des fameuses, de la base du développement de l'enfant, c'est l'attachement. Les théories de l'attachement, je y reviendrai, on doit les connaître, évidemment, et on doit se rendre compte de l'importance qu'elles ont, puisqu'elles jouent un rôle essentiel. L'attachement joue un rôle essentiel aussi dans la capacité de résilience de l'enfant, c'est-à-dire dans la capacité qu'un enfant aura à rebondir par rapport à une situation traumatique. Maintenant, qu'est-ce qu'un enfant, un être en développement ? Une des choses basiques, je vous ai pas refait la pyramide de Maslow, ça je me disais que c'était pas très utile là, et puis on la connaît, mais une des choses très intéressantes que moi je retrouve comme point de repère, c'est quels sont les besoins fondamentaux de l'enfant. Et ces besoins-là, on peut les séparer en 2 catégories, et je vais vous expliquer en quoi ils sont extrêmement utiles dans ce cas-là par rapport à la maltraitance. Il y a ceux qui sont du ressort de la survie, et il y a ceux qui sont du ressort de la vie. Nous connaissons tous, je l'espère, et si vous ne connaissez pas, vous irez vous renseigner après la journée, les théories de Spitz, les expériences de Harlow, Bowlby, Ainsworth.
Par rapport à ça, ce que l'on sait, l'hospitalisme, les images des enfants roumains à l'époque de Ceausescu, etc., on sait que si on donne à manger, à boire, qu'on permet de respirer, qu'on change suffisamment un enfant et qu'il a, en manière de la température, suffisamment chaud, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il y en a qui meurent et il y en a beaucoup, une grande majorité, qui développent évidemment des comportements que l'on qualifiera à l'heure actuelle, je présume, sur le spectre de l'autisme. Voilà. Donc ça ne suffit pas. Cela ne suffit pas pour pouvoir, mais ça suffit parfois pour survivre. Pour entrer dans la vie, il y a d'autres ingrédients. Et les autres ingrédients, c'est la sécurité, bien sûr, affective, c'est être tenu, contenu, c'est qu'on blablate avec l'enfant, qu'on gagatise, c'est qu'on lui donne des signifiants sur ce qu'il vit, sur ce qu'il ressent, c'est pouvoir jouer, interagir, c'est pouvoir être reconnu, respecté dans son ressenti, ses émotions. Et ça permet d'entrer dans la vie. Vous noterez peut-être, et c'est à dessein qu'il manque un mot sur cette longue liste de besoins fondamentaux. L'amour. Je ne vais pas me lancer dans un débat ici. Mais j'aimerais juste vous dire, d'abord, on pourrait se demander si l'amour ne se décline pas déjà au travers de ces besoins-là. Et puis, pour ceux et celles qui ne connaissent pas la référence aux théories la pédagogie de Loxi ou de Amy Pickler, pédiatre hongroise, et qui a donné un ouvrage qui s'appelle « Le maternage insolite », où on a pu donner, à travers de la bientraitance et de la bienveillance à des orphelins depuis tout petit jusqu'à adolescent, ils s'en sortent aussi très bien, sans que ces nurses, à qui qu'on avait drillé, elles ne devaient pas s'attacher à l'enfant, mais avaient donné toute une série de choses qui sont là, avec une étude longitudinale qui montre que ces jeunes filles qui ont été orphelins et élevés en orphelinat s'en sortent plutôt très très bien après, avec certaines conditions. Enfin voilà, le débat, on le poursuivra une autre fois par rapport à l'amour. Moi je dis que c'est un peu la cerise sur le gâteau. Besoin de survie, besoin de vie. Les survivants d'abus sexuels, de maltraitance sexuelle, les femmes que nous avons accueillies dans les groupes de Faire le Pas, parler d'abus sexuels, à peu près toutes vous le disent. Je suis une survivante. Je suis dans la survie. Je ne suis pas dans la vie. Et c'est pour ça que j'ai mis ça à dessein aujourd'hui. Elles sont là, elles sont vivantes, mais une partie d'elles n'est pas là. Une partie d'elles est morte. Et elles se définissent et se reconnaissent. Et pour moi, c'est un point de repère extrêmement précieux, juste se dire comment est-ce qu'on va faire, est-ce que c'est encore possible de le faire pour aller de la survie à la vie. Donc ça, c'était le deuxième point de repère. Le troisième repère, c'est pas le troisième repère, c'est plutôt toujours dans qu'est-ce qu'un enfant, c'est un être dépendant. L'enfant est un être dépendant pour sa vie, pour sa survie, pour son développement. L'enfant à la naissance n'est pas plus évolué que le bébé kangourou qui naît sous une forme de larve et qui doit ramper le long de la poche de la mère kangourou, tomber dans la poche. Il y a toute une histoire. Je sais pas si allez regarder une vidéo de la naissance du bébé kangourou. C'est pas très glamour, voilà, mais allez regarder, c'est ça, c'est un être prématuré, nous aussi. C'est pas comme si on pouvait se lever sur nos 2 pattes ou nos 4 et partir en courant devant un danger. C'est pas comme si on arrive, même avec toute la facilité du monde, à mettre la quick soup dans le micro-ondes. D'ailleurs, je vous le recommande pas. Mais on est dépendant. L'enfant est dépendant de l'adulte. Et pour ça, d'ailleurs, en tant que parent, j'en suis où là ? Devenir parent, c'est accepter la dépendance de l'enfant et ce que ça va provoquer en nous. C'est peut-être un autre sujet. Ok. L'enfant est un être dépendant de l'adulte et ça nous permet d'avoir une ligne du temps, de se rappeler dans toute situation auquel on est confronté de maltraitance, qui est
l'adulte, qui est l'enfant. Qui sont les parents, qui sont les enfants, qui est responsable de qui est responsable de qui est dépendant de qui pour sa survie, pour son don développement, et qui a le pouvoir de vie ou de mort sur qui. On a tendance à l'oublier. Dans les phénomènes de maltraitance, dans les situations, c'est comme s'il y avait un renversement de la faute. Oui, mais enfin quand même, il l'a bien cherché, elle l'a bien cherché. Hein, on est souvent, et ça c'est mon expérience, dans un renversement de la faute qui est que c'est la victime qui porte le poids de la faute. Bon, ça c'est une histoire bien connue, on ne fera pas référence à la croix accrochée là. C'est vraiment, mais on est là-dedans. C'est les victimes, c'est comme si les enfants devenaient le porteur de la faute et responsable. Ça c'est un outil de travail. Qui sont les adultes, qui sont les enfants, qui est responsable de qui? Nous devons nous mettre d'accord aussi sur qu'est-ce que la maltraitance. La maltraitance, c'est, selon les définitions de l'OMS, et puis j'en ai pas, je les ai pas, vous pouvez aller les rechercher sur Internet. La maltraitance, on devrait logiquement être tous d'accord sur ce que c'est, mais comme vous le voyez au travers de ce dessin un peu humoristique qui vient du Conseil de l'Europe et qui fait partie d'une campagne contre les châtiments corporels, donc contre la fessée entre autres, c'est que visiblement on n'est pas tous d'accord. On est d'accord quand il s'agit des adultes, on est très d'accord, surtout en Suisse, quand il s'agit des animaux. La réglementation sur les chevaux, ou les animaux domestiques, 2 en même temps, et pas ceci et pas cela. Mais pour les enfants, eh bien, la loi concernant l'interdiction des châtiments corporels n'a pas encore été votée en Suisse. D'accord ? Il se trouve toutefois que la Convention internationale des droits de l'enfant, au travers de son article 19, est d'accord, et tous les pays l'ont ratifié à peu près, sauf 2, c'est toute forme de violence est inacceptable envers les enfants. Et pourquoi ? Parce que ça va entamer leur bon développement. On est souvent assez d'accord, et ça je le repose comme base, qu'il y a 4 formes de maltraitance reconnues et perpétrées sur enfants. La question qu'on pourrait se poser, la raison pour laquelle je mets ce diapo, c'est qu'est-ce qui fait qu'on parle de maltraitance envers enfants et pas de violence ? C'est intéressant quand même. C'est comme si, maltraitance, c'est pas terrible non plus, mais c'est comme si il y a quelque chose qui est qu'on ne peut pas reconnaître que la maltraitance physique, c'est de la violence physique qui est faite aux enfants. La maltraitance par négligence ou carence, c'est de la violence. La violence sexuelle, c'est un terme qu'on a édulcoré quelque part ou qu'on a traduit peut-être plutôt de l'anglais « sexual abuse ». Mais les anglo-saxons reviennent là-dessus. S'il y a « sexual abuse », c'est comme si c'était de l'abus de la sexualité, c'est comme s'il y avait une sexualité possible entre un adulte et un enfant. Or, il n'y en a pas. Donc, il n'y a pas une histoire d'abuser de la sexualité, c'est une violence sexuelle. Et c'est intéressant parce que dans notre vocabulaire, puis nous on connaît bien ça, on dit « oui, il a été abusé » ou « j'ai été abusé » mais on oublie, ça nous permet, hop, allez, on met le sexuel sur le tapis, au moins on n'a pas à le prononcer. Et on revient dans l'innommable, dans l'indicible et dans l'inaudible. Donc je vous encourage, à partir d'aujourd'hui, à utiliser les mots qui sont justes. La violence psychique, qualifiée par certains de la cruauté mentale, c'est quelque chose d'essentiel à comprendre. Elle peut parfois exister en tant que telle. On peut violenter psychiquement un enfant, le rendre fou et l'humilier jusqu'à ce qu'il en crève, on va dire. Juste par des mots, des attitudes, etc. Ça arrive. Il y a en général le fait de personnes plutôt particulièrement perverses. Mais ce qu'il y a à retenir, c'est que la violence psychique, la cruauté mentale, la violence psychologique, on dit psychique, psychologique, accompagne toujours les 3 autres formes de violence. Donc quand vous êtes face à une situation de maltraitance sur enfant, vous n'êtes pas face à une seule sorte de maltraitance, mais à 2. Toujours.
La maltraitance psychologique au travers des propos tenus par l'adulte ou implicites ou explicites accompagne toujours les autres formes de violence. Donc ça, quand vous devez, disons, vous observer, détecter, vous devez pouvoir vous poser cette question-là. Qu'est-ce que la maltraitance sexuelle plus spécifiquement? La maltraitance sexuelle, par rapport à une définition de l'OMS, c'est l'exploitation sexuelle d'un enfant implique que celui-ci est victime d'une personne, adulte ou au moins sensiblement plus âgée que lui, aux fins de satisfaction sexuelle de celle-ci. Le délit peut prendre différentes formes: appel téléphonique, obscène, outrage à la pudeur. Ça, on voit appel téléphonique, obscène, on voit que ça date un peu, la définition, parce que, voilà. Mais outrage à la pudeur et voyeurisme, maintenant ça se fait au travers d'images, images pornographiques, rapport ou tentative de rapport sexuel, viol, inceste ou prostitution des mineurs. Voilà, on a largement, ça c'est la définition que met l'OMS, c'est aussi en tant que professionnel un petit peu notre définition, où on va dire, il y a des catégories de maltraitance sexuelle qui comportent des attouchements qualifiés dans le jargon juridique pénal de AOS, que je vous encourage à écrire et à parler, actes d'ordre sexuel, les AOS. Les viols, je rappelle qu'en Suisse, pénalement, le viol, on va dire, le viol n'existe que quand il y a un acte de pénétration de sexe masculin dans un sexe féminin. Donc les hommes ne sont pas violés en Suisse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'article de loi qui qualifie le viol autrement, mais c'est un acte d'ordre sexuel, en plus aggravé, etc. Mais c'est un rappel pour dire que derrière ces mots, évidemment, il y a toute une batterie déjà aussi d'autres actes extrêmement violents. Et puis des maltraitances sexuelles qui est mentionné là-dedans, qui vient, et ça vous concerne beaucoup dans vos pratiques, au travers de la sphère sensorielle de l'enfant. Comment est-ce qu'il va percevoir ça? Nous, à Faire le Pas, quand j'y travaillais tout au début, et Catherine qui a travaillé avec moi, Katharina qui a travaillé avec moi à Faire le Pas reconnaîtra peut-être cette définition. J'aime à définir la maltraitance sexuelle en partant du ressenti de l'enfant. Là, j'ai mis de l'enfant, mais pour ceux ou celles qui travaillent avec des adultes, c'est du ressenti de l'adulte. La violence sexuelle n'est pas déterminée en fonction des parties génitales qui auront été atteintes ou exposées. Ce n'est pas déterminé en fonction de la durée ou de la fréquence. C'est déterminé en fonction de ce que l'enfant, l'adolescent, l'adulte ressent, a ressenti dans son corps, dans son âme, dans son psychisme, dans son être. Et puis comme on arrive de plus en plus réellement, merci les neurosciences, mais au fait qu'on reconnaît que le traumatisme s'ancre au niveau corporel, bien sûr, jusqu'au niveau cellulaire. Et un enfant, à ce moment-là, même parfois porté sur les épaules, avec quelqu'un qui lui caresse les cuisses, du point de vue de l'observateur, peut-être qu'on trouvera ça tout à fait OK. Et heureusement, des fois, ça l'est. Et puis, parfois, il y a quelque chose dans cette caresse qui n'est pas OK. Et on entendra plus tard, dans les groupes à Faire le Pas, ça a commencé comme ça. Donc, reprendre aussi la spécificité de la violence sexuelle, reprendre cette définition par rapport aux ressentis des enfants, et puis voir quelles sont les conséquences spécifiquement de la maltraitance sexuelle. Je pourrais évidemment développer beaucoup plus autour de toute maltraitance physique, psychologique, négligence, ont un impact délétère sur le développement de l'enfant. Je l'ai dit, je le redirai encore. Quelle est, si on devait dire ça comme ça, la spécificité de la maltraitance sexuelle? J'aurais au départ, enfin là comme ça, j'aurais envie de vous dire, eh bien il n'y en a pas. Pour l'enfant qui est intrusé, c'est un abus de pouvoir et une trahison. Ça le met dans un conflit
biologique, dont je parlerai plus tard, intenable, et ça s'opère dans la sphère intime et sexuelle. Mais c'est pour nous, adultes, que ça pose plus de problèmes. Qu'est-ce qui fait qu'on généralement dit oui, il a subi de la maltraitance physique, on peut nommer les autres types de maltraitance, mais celle-là, c'est plus difficile. Hein? Alors, il y a quelques spécificités, je vais les citer quand même maintenant, mais au niveau du ressenti de l'enfant qui se fasse battre comme plâtre, humilié verbalement, cette intrusion-là, il le sent dans son ressenti et dans son corps. Là, il se trouve que, oui, ça se perd dans la sphère intime. Oui, ça transgresse le tabou de l'inceste et ça va nous poser un gros problème. Ça va nous amener dans quelque chose qui est de l'ordre de l'indicible, de l'inaudible et de l'innommable. C'est pas pour rien que toutes les campagnes par rapport à ça disent « mais sortons du silence ». Bon, il y en a une en ce moment, ça... Hein, pour ceux qui ne connaissent pas le « balance ton porc », voilà, on est en train de sortir du silence par rapport au harcèlement sexuel. Hein, et ça demande que des fois, des voix qui se mobilisent. Oui, une des choses particulières et qui différencie des autres formes de maltraitance, c'est que ça perturbe l'enfant dans l'inscription dans les générations. Que ce soit intrafamilial ou hors de la famille, quand un enfant devient le partenaire sexuel d'un adulte, ça le perturbe dans l'inscription des générations. Et ça pose un problème. D'accord ? Ce que ça fait aussi, c'est que ça va atteindre, j'ai envie de dire, au niveau de la procréation, à un moment donné, quand le tabou de l'inceste est transgressé, quand les enfants deviennent les partenaires sexuels des adultes, on est dans ce que j'appellerais plutôt on n'est plus dans de la procréation. Procréer, hein, créer quelque chose de nouveau, hein, qui va le pro. Là, on est dans de la reproduction. On est dans du même, d'accord ? On est en train d'atteindre à l'espèce. On est dans une atteinte à l'espèce, d'accord ? De manière plus globale, évidemment que la maltraitance sexuelle va atteindre l'enfant profondément de la manière dont il se perçoit au niveau corporel, évidemment au niveau psychologique. Il atteint ses capacités au niveau de la sexualité, plus tard, on verra, au niveau de l'intimité, et puis également au niveau de sa capacité à être parent. Et j'avais envie de vous prêter ma voix à un témoignage d'une victime, j'en ai plusieurs comme ça pendant la journée, qui raconte et qui parle mieux que moi des difficultés que c'est plus tard au niveau du maternage et ça peut être aussi du paternage. Quand j'ai eu mon premier enfant, ça a été difficile à plusieurs niveaux. D'abord, je le changeais et je nettoyais ses parties génitales et son derrière et je ne savais pas jusqu'où je pouvais aller. J'avais l'impression que si j'insistais trop, c'était comme si je l'abusais sexuellement. Du coup, je préférais éviter. Et je pensais en plus que ce serait ridicule si je posais la question à qui que ce soit. Ensuite, une autre chose, c'est que quand j'allaitais, il se passait quelque chose dans mon corps, dans mon sexe, qui s'humidifiait, et j'avais l'impression, le sentiment d'être une détraquée, que j'étais perverse. Heureusement, je suis tombée sur une femme de la Lecce qui m'a expliqué que cela arrivait, que c'était aussi physiologique et que je n'étais pas un monstre. Elle m'a montré les gestes justes et ça m'a rassurée. Elle m'a aussi encouragée à revisiter mon passé pour que je sépare ce qui m'était arrivé à moi de ce qui se passait entre moi et mon bébé. Voilà, ça expliquera aussi autrement, mais c'est pour vous dire jusqu'où peut aller aussi, à un moment donné, ces difficultés et ces questionnements autour de la parentalité plus tard.